Salut les petits artisans alcooliques, c'est Tao des Cités d'Orge. Ah bah oui, encore. On n'aura clairement pas fait le tour de la question en 22 vidéos, hein, vous imaginez bien. Aujourd'hui, on va parler des kegs. Et pour être plus précis, des corny kegs. Bon allez, générique. Du coup, on va virer ça, ça non plus. Bon, alors un keg, c'est quoi? En français, on appellera ça un tonneau, un baril ou simplement un fût. Ils sont généralement en inox et permettent de stocker et de servir des boissons gazeuses. D'ailleurs, on en parle brièvement dans la vidéo de la semaine passée sur le CO2. Ah, je vous la conseille, déjà parce qu'elle est super, mais aussi parce que les deux sujets sont très liés. Il existe une collection longue comme ma bite de formats de marques, de connectiques, etc. Mais nous, on va surtout s'intéresser au keg préféré des brasseurs amateurs, le corny keg. On finira d'ailleurs la vidéo par un petit atelier pratique en caméra embarquée, comme ça on est dans du concret aussi. Alors à la différence des fûts industriels de bière, le corny keg dispose d'une grande ouverture sur la partie supérieure. Si grande que si vous avez des petits bras frêles d'informaticien comme moi, il est possible de toucher le fond, et donc de le nettoyer. Bah oui, c'est surtout ça qui est cool. Il est composé de quelques éléments, d'une tige qui récupère le liquide au fond du fût, et de deux connecteurs appelés post en anglais, qui sont légèrement différents l'un de l'autre pour éviter de connecter l'arrivée de gaz à la sortie de la bière, ou inversement. Le connecteur de gaz a une petite marque que le connecteur de liquide n'a pas. Une petite entaille. Il existe deux ouvertures pour les connecteurs en plus de la principale. Une in pour le gaz et une out connectée à la tige pour le liquide. Sur certains modèles de keg, l'entrée et la sortie sont interchangeables, et sur d'autres non. Donc prudence. Quoi qu'en fait vous arriverez juste physiquement pas, donc pas besoin de s'inquiéter. Il existe deux variantes de keg liées au connecteur. Le pin lock, initialement utilisé par Coca-Cola, et le ball lock, initialement utilisé par Pepsi. Attention lors de l'achat, il n'est pas possible de passer de l'un à l'autre, car la différence se trouve directement sur le keg. A noter que le ball lock est le plus répandu dans la communauté des brasseurs amateurs. Donc on va parler principalement de celui-là. Ah, et il y a encore le petit couvercle, qui est équipé d'un grand joint en silicone et d'une valve de sécurité. Un corny keg se démonte en 30 secondes, et toutes les pièces sont remplaçables facilement et pour pas cher. Si on parle des caractéristiques techniques maintenant, les corny kegs les plus répandus ont une capacité de 5 gallons, c'est-à-dire 18,9 litres. Celui-là. Eh ben oui, c'est de nouveau un de ces trucs d'américains. Il peut supporter des pressions allant jusqu'à 60 PSI, donc 4,1 bar. D'après ChatGPT, une fois compressé, on pourrait y stocker 474 P humains. Alors bon, c'est quand même pas mal, hein? Et chacun son utilisation de ChatGPT, pas de jugement sur cette chaîne. Bon, pour parler brièvement de ses origines, le corny keg a été inventé par la société américaine Cornelius Inc. à la fin des années 50. À l'époque, les sodas étaient souvent fournis aux commerçants sous forme prémix, c'est-à-dire à l'état de produit fini, directement dans le fût et déjà sous pression. Bien évidemment, et pour des raisons de coût et de rentabilité, ça a été presque complètement remplacé aujourd'hui par des versions post-mix, qui signifie que les boissons arrivent chez le commerçant sous forme de sirop, dans des poches en plastique sous vide. Et le mélange avec l'eau et le CO2 se fait sur place. À l'heure actuelle, le corny keg peut être considéré comme un produit obsolète dans l'industrie du soda. Mais c'était sans compter sur tous les petits artisans alcooliques qui lui ont redonné ses lettres de noblesse. Ça explique d'ailleurs pourquoi le marché de l'occasion est aussi fourni. Franchement, si vous voulez vous essayer au keg, achetez-en un d'occasion à 40 €, un kit de joint à 4-5 et vous êtes bon pour un moment. Alors pourquoi les corny kegs c'est super pour nous? Parce qu'ils sont méga polyvalents. On peut s'en servir comme fermenteur sous pression, comme outil de carbonatation forcée, comme distributeur de boissons sur des événements. Bref, c'est un must-have pour tout brasseur amateur. Il permet aussi de corriger des bières après la garde, soit en adaptant la pression à l'intérieur du fût, soit en y ajoutant des ingrédients. Il est par ailleurs possible de faire du dry hop sans oxygène directement dans le keg. D'ailleurs, si vous utilisez vos fûts pour faire des trucs que j'ai pas pensé à mentionner, stocker jusqu'à 474 de vos pets par exemple, merci de bien vouloir le partager dans les commentaires. On ne jugera pas, personne ne juge. Je propose qu'on passe en revue les différentes utilisations possibles de ce merveilleux outil. Allez, c'est parti. Le corny keg comme fermenteur classique. Donc, après avoir brassé, vous mettez votre mou et vos levures dans le corny keg, un barboteur sur le connecteur de gaz, et voilà. Vous avez transformé votre keg en fermenteur. Honnêtement, ça pourrait fonctionner, mais il y a un risque. En effet, le corny keg est étanche que lorsqu'il est sous pression. Il se peut qu'il soit étanche à pression atmosphérique, mais il ne faut pas vraiment compter là-dessus. Donc personnellement, je vous déconseille d'essayer. Le corny keg comme fermenteur sous pression maintenant. Ah là par contre ça fonctionne. La pression dans le keg va garantir l'étanchéité et vous pourrez simplement virer le surplus de CO2 avec une spanding valve connectée sur le connecteur de gaz ou même simplement en installant une valve de sécurité à 2 bars. Ah, c'est beaucoup moins précis, hein. Ouais, utilisez une spanding valve s'il vous plaît, c'est mieux. Sachez enfin que si vous êtes un adepte des dry hop, il existe des couvercles de remplacement qui permettent de faire des dry hop sous pression
comme le hop bong de Kegland. La vidéo du hop bong est juste là. Ça vous donnera une idée de quoi je parle. Par contre, si vous comptez ensuite servir directement depuis le keg, vous risquez d'avoir des soucis de bouchage. Le tuyau de service ayant un diamètre assez réduit. Pas compatible avec le houblon, pas trop. Le corny keg comme outil de carbonatation forcée. Alors vu qu'on est dans les couvercles modifiés, il en existe aussi un avec une pierre de carbonatation dedans, pour balancer du CO2 directement dans le liquide et augmenter grandement la surface de contact. Résultat, au lieu d'une semaine pour carbonater votre fût, vous avez fini en 24 heures. Oui, je sais, il y a moyen de faire encore beaucoup moins. Vidéo à venir. Mais là, je parlais des chiffres affichés par le fabricant, les fabricants du couvercle. Il n'est cependant pas nécessaire d'utiliser un couvercle spécial pour ça. Simplement laisser le fût connecté assez longtemps à la pression correcte en fonction de la température et votre bière finira carbonatée. Donc en gros, ça marche bien. Alors le corny keg comme stockage ou garde. Quand je parle de stockage garde, je vais un peu vous détailler mon utilisation personnelle des corny kegs. En gros, après avoir fermenté ma bière dans des Fermzilla, je transfère environ 70% sous pression dans des kegs. Et les autres 30%, je les mets en bouteille sous pression également. La vidéo où je râle durant l'embouteillage est juste là. Après ça, je me sers des kegs comme réserve pour soit remplir des bouteilles de temps en temps, soit remplir des petits fûts de 5 litres isothermes pour le service. Je pense que c'est vraiment l'utilisation optimale. En tout cas, pour moi, c'est parfait. Le corny keg comme distributeur de boissons. Donc clairement, dans ce cas de figure, c'est parfait. À quelques détails près que je détaillerai dans la section suivante. Pour le service, l'une des contraintes du keg est sa température. Le plus bas, le mieux. Et il a une inertie thermique de malade. Ça veut dire que vous allez mettre très longtemps pour le refroidir. Donc si on veut amener un fût à une petite fête, il ne faut pas oublier de le mettre au frais le soir avant. Et sur place, il faudra trouver un moyen de le garder au frais. La semaine prochaine, j'aimerais poster la vidéo sur les services justement, où on parlera de pression, de comment éviter la mousse, de comment ça se branche, de comment construire une tireuse pour garder nos fûts au frais, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et restez par là. Ah, ça va être super. Ça va vraiment être super. Améliorer son corny keg. Ouais, parce que le soda industriel et la bière artisanale, c'est pas la même chose. Donc il y a quelques petites modifications qu'on peut apporter à son keg pour le rendre meilleur. Première différence notable entre le soda et la bière artisanale, c'est le dépôt qui se trouve au fond du keg. Plus la bière restera longtemps tranquille et au froid, plus les particules en suspension dans le liquide vont s'accumuler au fond du fût. Problème, la tige récupère toujours le liquide qui se trouve en bas. Et donc, on va toujours commencer par tirer ce qui s'y est déposé. Heureusement, il existe une solution, qui n'est cependant pas exempte de défauts. Le kit de flottaison. En gros, c'est une grosse boule creuse en inox, un tuyau en PVC souple et une petite grille en plastique pour accrocher la boule et éventuellement filtrer les feuilles de houblon si vous avez fait un dry hop comme un cochon. Grâce à ça, votre arrivée de bière sera toujours juste en dessous de la surface, là où la bière aura le plus de chances d'être claire. Par contre, si vous ne l'attachez pas au bon endroit, voilà ce qui peut se passer. Et là, autant vous dire que vous aurez que de la mousse. Donc, pour régler le problème, attachez-la au point du milieu. Pour moi, c'est ce qui fonctionne. Autre petit truc qui va permettre un nettoyage plus facile, c'est de changer les puppets. En partant du principe qu'on est sur du ball lock, les puppets sont les petites pièces qui vont libérer le liquide ou le gaz quand le connecteur sera clippé dessus. De base, la manière dont les puppets sont attachés au poste rend leur démontage très compliqué. Je vous en montre un exemple de puppets tenus par 3 petites jambes quasi impossible à nettoyer. Et des parties qu'on ne peut pas atteindre au nettoyage, c'est le pire qui puisse nous arriver. Heureusement, il existe des puppets universels qui coûtent presque rien et qui permettent un démontage et un nettoyage beaucoup plus simple. Expérience personnelle et astuce. Là, il faut qu'on parle du plus gros problème que vous pourriez rencontrer avec vos kegs, la fuite. Parce que si votre keg fuit et qu'il est connecté à une bouteille de CO2, elle va se vider entièrement en l'espace de quelques heures. Et les fuites peuvent venir de plusieurs endroits. Les connecteurs, l'ouverture principale, la valve de sécurité... Bref, vous pouvez voir un short de comment trouver les fuites si vous avez l'impression d'avoir un keg pas étanche. Donc, mon conseil pour une tireuse, ne connectez jamais votre plus grosse bonbonne directement à vos fûts en service. Parce qu'un jour ou l'autre, il y en a un qui aura une fuite. Et ce jour-là, vous aurez plus de CO2. Ensuite, j'aimerais aborder un autre point que j'aurais voulu savoir avant de commencer à accumuler des kegs pour la brasserie. Il n'y a pas qu'une marque de corny keg. Il y en a 3 ou 4. Et il est très difficile de les différencier. On pourrait penser que c'est pas vraiment un problème, que ça fait la même chose, mais en réalité, le souci vient des filetages et des connecteurs. C'est pas toujours les mêmes et ils sont pas forcément compatibles. Ah, il était douloureux ce moment où j'avais décidé de faire une révision de tous mes fûts et que je les avais tous démontés et balancer toutes les petites pièces dans un grand bac d'eau oxygénée, puis tout remonter dans le désordre pour me rendre compte que la moitié de mes fûts n'étaient désormais plus étanches. Donc en Europe, on trouve des corny kegs originaux de Cornelius et des AEB, qui est une marque italienne. Ces deux sont compatibles. Vous pouvez mélanger les pièces, c'est pas un souci. Ensuite, il existe des kegs de la marque Firestone Spartanburg. Et là, c'est pas du tout les mêmes filetages. Même si les pièces se ressemblent beaucoup. Regardez, je vais vous montrer ça. Vous trouvez ça normal?
Tout ça pour dire, si vous voulez vous équiper en keg, soyez très attentif aux marques, ça vous évitera bien des déconvenues. Sur la même marque, il existe aussi différents gabarits pour la même contenance. Par exemple ici, c'est 2 Cornelius Cake de 19 litres et il y en a un qui est plus haut que l'autre. En fonction de la tireuse que vous utilisez, ces quelques centimètres de diamètre ou de hauteur pourraient faire toute la différence. Autre astuce, quand vous faites la révision d'un de vos kegs, écrivez au marqueur dessus la marque, la date, mais aussi où est l'entrée et où est la sortie. C'est plus simple que de voir la petite entaille sur le poste. Ne jamais laisser un fût vide sur votre balcon pendant des semaines. Tous les joints vont sécher et se craqueler. Et c'est la fuite assurée. Ah, ça se sent que c'est du vécu. Si vous avez un connecteur qui fuit, ne mettez pas du téflon sur le pas de vis pour corriger la fuite. En règle générale d'ailleurs, ne mettez jamais de téflon sur une connectique pourvue d'un joint en silicone, car c'est lui qui doit gérer l'étanchéité. Si ça n'est pas étanche, il faut trouver le moyen de corriger le problème directement sur le joint. Ou autour. Ne dégazez jamais un de vos fûts remplis de vieilles bières passées de 3 ans dans un ascenseur. Vraiment, ne faites jamais ça. Si vous avez aussi des anecdotes ou conseils concernant vos kegs, n'hésitez pas, la section commentaires vous attend. Bon, je crois qu'on a assez de théorie pour aujourd'hui. Passons au cas pratique. Le petit atelier pratique d'aujourd'hui va consister à remplir un keg contre pression. C'est un des cas de figure les plus techniques qui existent, alors je me suis dit que ça devrait couvrir l'ensemble de ce que vous pourriez avoir à faire avec un keg. On commence évidemment par le nettoyage et la désinfection, un peu d'oxy, de l'eau chaude, et on fait tremper dedans tout ce qu'on peut faire tremper dedans. Je fais un rapide petit check sur le joint à l'arrivée du gaz, tout a l'air en ordre. Je ne contrôle pas la tige parce que je viens de la changer pour une version avec flotteur justement, donc c'est flambant neuf. Bon, tout est désinfecté, on peut remonter les postes. Là vous voyez en détail comment ça doit être imbriqué. Donc le ressort appuie directement sur la tige métallique, et la toute petite pièce avec le mini joint est posée au sommet du ressort. Par-dessus le tout, on vient mettre le poste. Et évidemment, il faut appuyer pour pouvoir crocher dans le pas de vis. À l'autre maintenant. Quand on les monte, on fait bien attention à l'encoche sur le poste. Celle qui n'en a pas, c'est la sortie de la bière, et celle qui en a une, c'est l'entrée du CO2. On serre les postes, mais pas comme des bourrins, parce que ça risque d'écraser le joint. Une pression moyenne fait tout à fait le taf. Imaginez que vous fermez une bouteille de coca bien comme il faut. On met le reste du désinfectant dans le keg, on y installe le petit couvercle. Faut bien le centrer pour que le joint appuie vraiment partout comme il faut. Maintenant, on secoue tout ça, comme si c'était un maracas géant. Et si un peu de désinfectant s'échappe, c'est normal. Vous vous rappelez, les kegs ne sont étanches que sous pression. On met maintenant le keg sous pression pour contrôler que rien ne fuit. Vous pouvez mettre à 1 bar, c'est parfait à ce stade. N'hésitez pas à en profiter pour le purger de son oxygène. Parfois, tenter de savoir à l'oreille si une fuite n'est pas suffisant. Vu que je viens de réviser ce fût, je vais faire le test de la mousse, comme dans le short. Tout a l'air ok. Donc à partir de maintenant, on ne va plus l'ouvrir pour éviter que l'oxygène finisse par s'y engouffrer. Plus qu'à le rincer et on peut passer à la phase suivante. On va vider le stérilisant qui se trouve à l'intérieur et pour ce faire on va profiter de la pression pour faire passer le stérilisant dans la tige. Il suffit d'y clipper un connecteur à beer ball lock et bien l'orienter pour que ça finisse dans le lavabo et pas dans le plafond. Bon, j'ai finalement changé de stratégie, j'ai mis un robinet pour que ce soit plus simple de le vider à la verticale, pour bien aller récupérer tout le stérilisant qui se trouve dans le keg. Maintenant, je désinfecte ce qu'on appelle un jumper. C'est simplement un tuyau avec 2 connecteurs à bière. Ça permet de faire des transferts. Je vais faire passer un petit peu de désinfectant dedans et on est parti pour la suite. J'ouvre le sarcophage réfrigérant où se trouve mon fermenteur de White IPA. On se rappelle que les transferts sous pression se passent toujours mieux à froid. Là, on est à 1 degré. J'installe la balance qui va me permettre de savoir combien de bière je mets dans le keg. Mais c'est aussi possible d'avoir une idée en regardant la condensation. Mais bon, on aime la précision ici. On connecte le jumper sur le poste de sortie de la bière. Même si ça peut sembler bizarre, c'est pour que la bière passe par la tige et vienne se déposer délicatement au fond du fût plutôt que de faire une chute d'1 mètre par le connecteur de gaz. Et on connecte l'autre bout à la sortie du fermenteur évidemment. Normalement, à ce stade, le transfert devrait déjà commencer, mais il va vite se ralentir jusqu'à s'arrêter complètement. La pression dans le fermenteur étant plus grande que celle dans le keg. Après ça, il faut permettre au CO2 de s'échapper un peu du keg, mais pas totalement librement, sinon on appellerait plus ça du contre-pression. L'outil adapté pour faire ça, c'est la spanding valve. On l'installe et on la règle pour contenir un peu moins de pression que celle avec laquelle on pousse la bière dans le fermenteur. Par exemple, si vous poussez à 1 bar, alors réglez la spanding valve à 0,5 bar. Pendant que ça transfère gentiment, j'écris ce que je suis en train de mettre dans mon fût, avec la date du jour, comme ça, pas de surprise. Bon là c'est un peu trop lent à mon goût, rien n'empêche d'accélérer un peu les choses en poussant plus fort dans le fermenteur. C'est d'ailleurs même plutôt conseillé. Je monte à 1,5 bar. Sur ce plan, on voit gentiment la condensation, qui permet de savoir où on en est si on n'a pas de balance. Pas ultra précis, mais mieux que rien.
Voilà, on arrive au bout. Avant qu'il ne soit trop tard, je retire la spanding. Sinon, la mousse va passer à travers et il faudra la démonter pour la nettoyer. Puis, je laisse encore quelques centilitres de bière entrer dans mon fût en augmentant la pression de celui-ci. Une fois que ça ne bouge plus, je déconnecte le tout et c'est fini. J'ai conscience que ça peut sembler un peu complexe et beaucoup d'opérations, mais on s'y habitue très vite et ça garantit une bière qui va rester dans les meilleures conditions longtemps. Correctement conditionnée, une bière dans un keg peut rester bonne une année facile. Voilà, tout le monde a tout compris? On passe tous au keg alors? Je te ferai une autre vidéo qui parlera des autres kegs que j'ai. J'ai des kegs en PET, des kegs Ecoface, avec des connectiques de kegs commerciaux. Mais là, je voulais d'abord qu'on se concentre sur l'arme ultime des flemmards qui aiment pas mettre en bouteille. On se revoit normalement la semaine prochaine pour parler du service. Tireuse à bière, housse de refroidissement, fût isotherme. Ah, on va vraiment s'éclater, hein. Folie! Et en attendant, je vous remercie encore pour le soutien. On est 700 et des poussières, ça monte vite et ça fait plaisir. Bon allez, à plus!